Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. On va vous parler de vendanges, d'élections, de syndicats et puis nous vous présenterons également une très belle initiative dans la région de Nyon pour les personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Ce sera en toute fin d'édition. Mais pour commencer, et à l'instar d'Isabelle Chevalet la semaine dernière, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un conseiller national, président de l'UDC Vaud, Jacques Nicolet. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, vous êtes là aussi parce que vous êtes candidat à la candidature, c'est encore le terme que l'on doit utiliser, pour le Conseil d'État, pour les élections du mois d'avril prochain. Comme je l'avais demandé à Isabelle Chevalet la semaine dernière, qu'est-ce qui vous a motivé, vous a décidé à vous lancer maintenant dans cette course ? Alors tout d'abord, cette candidature, je la défends sous l'angle de la légitimité de mon parti, légitimité de l'UDC de reprendre le siège du Conseil d'État, un parti qui fait 20% de l'électorat dans ce canton est à mon sens tout à fait légitime de reprendre ce siège au Conseil d'État. Notre parti a envie d'assumer ses responsabilités gouvernementales, à même titre qu'elles avaient été assumées sous l'ère Mermoz à l'époque, et où la droite de ce canton avait quand même réussi à faire un excellent travail, notamment de redressement de la dette cantonale qui avait été abaissée de 9 milliards à 500 millions. À titre personnel, effectivement, je suis engagé en politique depuis un certain temps, en l'occurrence depuis l'âge de 20 ans, dans ma petite commune de Lignerolles, au conseil communal, à 28 ans à l'exécutif. Donc j'ai envie de mettre à contribution, disons, l'expérience et puis à disposition de la population, de mon parti dans un premier temps, et puis de la population, si je viens être choisi par mon parti, de mettre à contribution et à disposition de la population cette expérience que j'ai pu acquérir sur le plan politique, expérience professionnelle également, parce que j'ose croire qu'il est normal que la population vaudoise soit représentée aussi de façon sereine dans un exécutif. Je pense qu'il est bien d'avoir un certain nombre d'universitaires, mais il est aussi bien d'avoir peut-être des chefs d'entreprise et des gens du terrain. Alors, la décision de votre parti, ce sera au mois de décembre, lors du prochain congrès. Pour l'instant, vous êtes le seul candidat à cette candidature à s'être déclaré. Alors voilà, je suis le seul à avoir officiellement annoncé ma candidature. Il y a ma foi un bureau électoral qui a été désigné et puis ce bureau est qualifié pour recevoir les candidatures. Alors peut-être qu'aujourd'hui il a reçu des candidatures, mais je ne suis pas, au courant de la situation. Donc le dépôt des candidatures est jusqu'au 15 novembre. Alors vous êtes agriculteur, bon vaudois si vous me permettez l'expression, modéré également. J'ai envie de dire que vous avez le profil idéal pour séduire au-delà de votre parti, parce qu'il faut aller chercher les voix ailleurs aussi. Alors, le cas est clair. Si on veut obtenir un peu plus de 50% des voix, il faut aller chercher les voix dans le centre, voire même dans certains mouvements de gauche pour arriver à faire une majorité. Je crois qu'il y a deux tendances dans ce canton. Il y a la gauche et la droite. Et puis, ma foi, pour gagner une votation à la majoritaire, il faut une majorité. Donc, effectivement, il faut arriver à séduire une large partie de la population. Ça passe par une alliance avec justement les autres partis de droite, du centre droit, le PLR évidemment, les Verts libéraux? Alors, dans ce contexte-là, j'ai privilégié, alors en ma qualité de président de parti, privilégié de saucissonner les alliances, en l'occurrence de partir tout d'abord avec l'alliance de la droite traditionnelle, avec le PLR et l'UDC, et puis les Verts libéraux ayant tenu leur congrès après nous. Maintenant, on peut évoquer que légitimement, il y a une demande de leur part d'adhérer, si on veut bien, à la droite traditionnelle. Et puis, vous êtes ouvert à cela ? Alors, personnellement, je sais que mathématiquement, on en a besoin. Après, sous l'angle politique, on sait pertinemment que l'UDC et le PLR ont, disons, 10% de sujets sur lesquels on n'est pas toujours d'accord. L'UDC et les Verts libéraux, il y a un gros à 20%. Donc, ma foi, voilà. Mais je crois que si on a une logique électorale, ma foi, il faut travailler sur la partie sur laquelle on est d'accord. Et puis, je crois qu'on a la capacité dans ce canton de faire une belle majorité de droite. Alors, on l'a évoqué aussi la semaine dernière avec Isabelle Chevalet. Il y a 6 des 7 ministres actuels qui vont se représenter. On sait que c'est difficile d'aller déboulonner un ministre sortant. Est-ce que vous avez une vue sur un siège en particulier, sur le siège vacant peut-être, tout simplement, mais quel est votre objectif, je dirais, pour essayer justement de reconquérir cette majorité au Conseil d'État ? Alors, il serait prétentieux, disons, de vouloir tel ou tel siège. Je crois qu'au moment où les gens seront élus, eh bien, ma foi, la répartition des sièges aura lieu.
il faut savoir également pour qui on se bat. En l'occurrence, moi, je me bats pour une droite forte, puis ça ne veut pas dire que je me bats contre la gauche, mais je me bats pour quelque chose. Puis je crois que c'est parfois plus judicieux de se battre pour quelque chose pour la population que de se battre contre des personnes ou, en l'occurrence, un siège. Merci beaucoup, Jacques Nicolet. La campagne est donc déjà lancée en ce qui vous concerne et elle va donc être longue également jusqu'au mois d'avril 2017. On aura évidemment l'occasion de vous revoir prochainement sur ce plateau dans le cadre d'un débat. Merci beaucoup, Jacques Nicolet. Merci. Restez avec nous parce que j'ai Yves Ravenel qui est en notre compagnie également sur ce plateau, syndic de Trélay, député UDC. Petite question là sur Jacques Nicolet, Yves Ravenel, puisqu'on est là. Il ferait un bon conseiller d'État? Vous n'allez pas dire non, évidemment. Bonjour, tout d'abord. Alors, comme vous dites, effectivement, je ne vais pas dire non. Je pense que Jacques Nicolet a toutes les qualités requises pour faire un bon conseiller d'État. Maintenant, le Congrès décidera quel candidat. L'UDC, on verra, à la conquête du siège du Conseil d'État. Alors, ces élections cantonales, vous allez les vivre évidemment pleinement puisque vous êtes député et vous souhaitez prolonger l'aventure pour encore au moins une législature. Oui, alors tout à fait. J'ai eu la chance de faire déjà une législature complète au Grand Conseil, de me familiariser avec l'institution. C'est quelque chose qui me convient bien, qui me plaît bien et je souhaite vraiment pouvoir continuer pour une nouvelle législature. Alors, si vous êtes là aussi, c'est pour parler de votre commune, Trélay. Il n'y a pas simplement d'actualité concernant justement votre commune. On commence peut-être par l'auberge communale. On sait que c'est toujours une question sensible dans ces petits villages. L'auberge communale qui est en rénovation. Alors oui, tout à fait. C'est un petit peu un gros point de travail que nous avons ces temps, c'est de rénover dans son ensemble notre auberge communale. Nous allons y créer 3 appartements. Complètement refaire toute la partie salle à boire, salle à manger, avec une terrasse couverte. C'est un projet qui est à hauteur de 5,8 millions. C'est un projet conséquent, mais je pense qu'il nous donnera une ouverture sur une restauration de qualité, sur une auberge qui vraiment est un projet qui est vraiment d'actualité, au goût du jour, et un service qu'on souhaite offrir à notre population. Ouverture prévue 2018, si tout va bien? Printemps 2018, oui, si tout va bien. Ce qui est déjà fait dans votre commune, c'est le complexe scolaire. Là aussi, il y a eu passablement de travaux à effectuer, de rénovation. Et ça, c'est sous toi maintenant. Alors tout à fait. Il y a 2 ans, on a créé un bâtiment d'accueil de la petite enfance. En parallèle, nous avons mené des travaux de réfection sur notre salle polyvalente qui datait d'une 20aine d'années, et notamment sur un collège en parallèle où on avait quelques problématiques d'infiltration d'eau. Alors c'est vrai qu'on a débouché sur un complexe scolaire relativement grand, accueillant, spacieux. On a également mis en place un terrain de sport synthétique qui est vraiment beaucoup utilisé. Et je crois que le site, si vous avez la chance de vous y rendre, est toujours agréable. Bon, puisqu'on est dans les affaires de chantier, de construction et autres, il y a ce futur dépôt du Nyon Saint-Cergue-Moret. On en a appris un petit peu plus dernièrement parce que c'était un peu en veilleuse. Et là, finalement, on voit que la situation devrait justement se débloquer prochainement. Alors écoutez, je l'ai appris un petit peu au même titre que tout le monde. La commune de Trélay n'a pas eu d'informations supplémentaires par rapport aux articles qui ont paru dernièrement, où effectivement le canton a annoncé qu'ils étaient d'accord de prendre sur leur surface de SDA pour compenser le projet de dépôt d'Union Saint-Cergue. Autre question qui touche votre commune, c'est la péréquation. Et là, c'est un sujet sensible, et j'ai envie de dire. Trélay, commune que l'on dit riche, qui forcément est touchée par la péréquation. Et là, vous essayez de vous battre dans votre rôle de député au niveau cantonal. Oui, cette péréquation, effectivement, nous a créé quelques soucis. Alors, effectivement, que vous placiez d'un côté des communes riches ou des communes pauvres, le point de vue n'est pas tout à fait le même. Alors, c'est clair que le fait de la péréquation et le système péréquatif n'est pas du tout remis en question. On abonde dans ce sens-là. Seulement, on avait quelques soucis. Le premier était de dire, mais voilà, on a une loi qui est en vigueur, qui se termine fin 2018. Pourquoi la réviser déjà au 1er janvier 2017 ? Et pas attendre les effets directement de la RIE 3. Alors on s'est un petit peu battu la compte. La deuxième problématique qu'on avait, c'était de dire, mais voilà, aujourd'hui, on est en train de faire des séances avec nos commissions des finances où on propose de maintenir un taux d'imposition. C'est vrai que
la nouvelle péréquation nous impactait financièrement quand même pour une valeur grosso modo de 3 points d'impôt. Donc c'est vrai qu'on trouvait que le projet arrivait un petit peu à la dernière minute. On aurait voulu un petit peu anticiper ou avoir plus de temps afin de pouvoir préparer le terrain et honorer en fait les montants supplémentaires qui nous seront demandés sur ce nouveau projet de péréquation. Et votre volonté, c'est justement de repousser un tout petit peu ce délai? Voilà, alors c'était un point que j'ai amené au Grand Conseil en disant, mais voilà, tâchons de le repousser, attendre fin 2019. À ce moment-là, on aura des chiffres plus précis sur l'application de la RE 3 et on pourra prendre des décisions en toute connaissance de cause, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment un petit peu dans le flou. Malheureusement, les communes un petit peu plus aisées, on était vraiment minoritaires dans ce débat. Donc inutile de vous dire que notre projet n'a longtemps pas été retenu. Bien, merci beaucoup Yves Ravenel d'être venu sur ce plateau pour nous parler justement de l'actualité de votre commune de Trélé. Il se passe toujours beaucoup de choses dans ces communes, dans ces villages et on était content justement de pouvoir faire le point avec vous sur cette commune. Et puis bonne campagne à vous également puisque vous allez également gentiment vous lancer là-dedans. Merci beaucoup messieurs. Merci. Les vendanges sont en cours dans les différents vignobles de la côte. Il y en a encore pour quelques jours. Le millésime 2015 avait été exceptionnel et 2016 devrait être très bon aussi. Alors Andrea Braslopo et Rodolphe Henner se sont rendus à Begnin dans le domaine de Sarraud-Dessus. C'est la saison des vendanges et partout sur la côte, on s'active pour récolter le précieux raisin. Au domaine de Sarraud-Dessus de Begnin, comme ailleurs, le travail est court et intensif. En 10 jours, les 12 hectares de vignes doivent être traités, grappe par grappe, à la main et parfois en famille. Et tout est parfaitement organisé. Ici on cueille, là on collecte, plus loin on presse le raisin. Mais au fait, 2016 sera-t-elle une bonne cuvée ? On a d'excellentes surprises, en particulier les rouges sont magnifiques, les spécialités blanches sont tout à fait étonnantes. Évidemment qu'on a entendu parler du chasselas qui avait un peu moins de sucre que l'année passée. Alors on pourra dire que l'année passée c'était une année absolument exceptionnelle et que cette année finalement on a d'excellentes surprises et qu'on est tout à fait des taux de sucre acceptables. Il faut pour une année exceptionnelle qu'il y ait un fort ensoleillement et des journées chaudes. Et le total des jours chauds et du soleil cette année, les gens en général sont conscients qu'ils ont été là. Et tout le monde nous dit cette année va être excellente car l'été a été fantastique. Cela reste une année néanmoins un peu tardive à cause de ce mois de juin de sinistre mémoire où il a plu à peu près tous les jours. Et donc cela a retardé la maturation du raisin. Mais le raisin a fini par mûrir de manière tout à fait satisfaisante grâce à l'été. Un travail certes difficile, mais qui n'effraie pas les cueilleurs. Cette année, ils sont 16 à Begnin, et tous volontaires, car pour certains, les vendanges, c'est une semaine de vacances. Je vous dirais que nous avons 16 cueilleurs, mais que si on ajoute tout le personnel qui est là pour rassembler le raisin, l'amener au pressoir, s'occuper du pressoir et faire à manger, nos cuisinières... mon épouse et celle de mon associé font à manger pour 25 à 30 personnes tous les jours. Il faut dire que l'ambiance est bonne. Au domaine de Sarraud-Dessus, chacun mange, vit, travaille et dort sur place, dans une joyeuse camaraderie. La satisfaction est de mise également au sein du groupe Schenk, basé à Rolle, puisque la récolte s'annonce très bonne. Vous allez l'entendre de la bouche de son directeur André Fuchs. Mais c'était l'occasion également de faire le point sur le projet de plan de quartier Schenk, qui prévoit notamment la construction d'un nouveau site de production, devisé à 93 millions de francs. Un projet qui prévoit encore des logements, mais qui fait l'objet de vagues d'opposition à Rolle. Alors, Florian Cavalleri s'est entretenu avec André Fuchs. On les écoute. André Fuchs, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la maison Schenk et on se trouve ici à la cuverie extérieure de cette entreprise. On parle de vendanges en premier. Comment se passent ces vendanges 2016 ?
Écoutez, nous sommes très heureux de ces vendanges 2016. On a commencé le 3 octobre. Les raisins qui arrivent sont très très sains. On a des vins qui vont être très fruités, floraux, frais. Les pinots noirs sont magnifiques avec des sondages entre 90 et 105 degrés. On a eu beaucoup de chance les 3-4 dernières semaines ou même 5 dernières semaines avec le froid et la bise. La maturité s'est faite de manière optimale. On dit toujours que le millésime se fait entre août et septembre et cette année on a reçu la météo nouveau parfaite pour faire un très beau vin. C'est tout ce qu'on espère, que ce soit un vin aussi bon que celui qu'on nous a promis en 2015. Nous sommes ici justement sur le site Schenk où 124 employés travaillent d'arrache-pied à l'élaboration de vos vins. Mais ce n'est pas que 124 employés, c'est aussi 1000 familles de vignerons qui vous fournissent en raisin, plus encore tous vos sous-traitants. Expliquez-nous un peu l'impact social que représente la maison Schenk. Oui, alors en effet, ici, on est à l'année 124 employés. 95 employés vivent dans un rayon de moins de 25 km. Pendant les vendanges, on est plutôt 160 employés dans cette période actuelle. C'est clair qu'on fait vivre environ 1000 familles vigneronnes. Rien qu'à la côte, c'est environ 200-220 fournisseurs avec lesquels on traite directement. Plus les artisans locaux, que ce soit traiteurs, garagistes, maçons, etc. Ou Vetropac à Saint-Pré, que l'on travaille en très étroite collaboration tout au long de l'année. Alors l'actualité, c'est bien sûr les vendanges, mais c'est aussi ce fameux plan de quartier Schenk qui voit tant d'opposition. Expliquez-nous le projet de base, devant quelle cause vous étiez en tant que maison Schenk pour devoir refaire votre outil de production. Alors il y a plusieurs raisons. Au départ, à partir de 2008, on a commencé à réfléchir pour transformer nos bâtiments, certains sont construits en 1930 ou 1940, donc ils sont plus adaptés dans le sens du terme développement durable. Il y a aussi l'évolution du marché où les cuveries sont devenues beaucoup plus petites, on fait beaucoup plus de fractionnement de l'eau. Il y a 30 ans en arrière, on parlait de gamay, de rouge, de blanc et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, avec le nombre de cépages et d'appellations, les cépages Gara Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, etc., j'en passe, seulement pour citer ceci, nous oblige à avoir un fractionnement des cuves et on doit adapter l'outil pour ça. Aussi, on doit aussi considérer le développement durable puisqu'on a construit sur 8 bâtiments. L'objectif est de concentrer sur un bâtiment. Ça nous permettra de réduire, on est grand consommateur d'eau, ça nous permettra de réduire la consommation d'eau de l'ordre de 70% ou en termes de CO2, on va réduire de 70 tonnes à environ 110 tonnes de production de CO2. C'est une diminution énorme. Donc ça, c'est pour le développement durable et c'est pour répondre au marché, pour toujours produire des vins de qualité, adapter les outils actuellement comme ils sont, puisque ici on représente, la maison Schenk, on représente 12% de la production suisse, à la côte on représente entre 25 et 27% de la production, donc socialement on est très important pour la région en termes d'économie vitivinicole. En 2008, vous aviez prévu déjà d'avoir votre outil de production dès 2015. Là, on est en 2016. Il y a une deuxième mise à l'enquête, près de 150 oppositions. Vous attendiez un tel nombre d'oppositions. Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu mal à l'aise par rapport à Roll d'être au cœur de cette polémique ? Non, parce qu'on pense qu'on est quand même implanté depuis 1893. En faisant ce développement de la parcelle, on restitue environ 40% de la parcelle industrielle en logement, justement. Une parcelle qui est stratégique pour le canton de Vaud. Et on se recule au nord de la parcelle pour pouvoir libérer le sud, afin que les CFF puissent construire leur 3e, 4e voie, faire une gare routière avec des bus. Donc de ce côté-là, on pense qu'on est dans le juste. Et on fait un quartier énergie 2000, énergie 2050, qui est un quartier à développement durable. Donc on est surpris. On a cherché d'autres parcelles sur la côte et en 2011, une enquête préalable auprès du canton nous a mené que les 4 autres parcelles n'étaient pas compatibles, soit pour des raisons de circulation, de station d'épuration, de mitage du terrain. N'oublions pas que la latte a été acceptée à 2/3 de la population pour éviter le mitage du terrain. Et ici, sur un terrain industriel déjà bâti, on construirait des logements et de l'industriel. Donc on fait une belle parité des choses, il me semble que ça serait bien de développer là. Donc voilà. Pourtant, là, on se dirige plutôt vers un référendum. Vous avez quand même des opposants farouches à votre projet. Si référendum il y a, est-ce que la maison Schenk pourrait être amenée à partir de Roll, voire à partir du canton ?
Alors l'objectif est de rester à Rolle, bien sûr, mais en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, on doit aussi gérer la pérennité de l'entreprise, la pérennité sociale des employés, qui serait plus compliqué si on devait quitter, la pérennité aussi de tous ces vignerons qui sont nos partenaires, nos fournisseurs. Donc bien sûr, notre outil vieillit, enfin surtout nos bâtiments. Donc à un moment donné, si ça dure trop longtemps, on devrait prendre d'autres solutions. Alors c'est clair que dans cette stratégie, en tant qu'entrepreneur, on a aussi étudié d'autres possibilités. Ça ne reste pas notre objectif, mais à un moment donné, on devra peut-être prendre une décision qui n'est pas vraiment à notre goût. Donc quitter le canton. Éventuellement, disons en tout cas, comme je vous l'ai dit précédemment, à la côte, c'est pas possible. Donc ça se dirigerait plus direction le Chablais ou plus direction au bassin de consommation qui est en Suisse allemande. Ça pourrait être au nord du canton ou hors du canton. Ça, on a plusieurs possibilités qui sont à l'étude, je ne vous le cache pas. André Fuchs, merci beaucoup de vous être exprimé. Merci beaucoup. Et à Rolle toujours, il n'y a pas eu de surprise à l'heure du dépôt des listes pour l'élection complémentaire à la municipalité. 3 candidats vont donc s'affronter et Florian Cavallari était présent au bureau communal. C'était lundi midi lors du délai pour le dépôt de ces listes. Il est midi passé, les listes en vue de l'élection complémentaire à la municipalité rolloise ont été déposées. Il y a 3 listes. Quels partis sont représentés et quel numéro de liste? Alors vous avez en numéro 1 la liste des Verts libérales, en numéro 2 la liste socialiste vert et en 3 le centre droite. Pour rappel, quel mode de scrutin complète cette municipalité rolloise? Alors c'est une élection majoritaire à 2 tours. Vous devez en fait choisir un seul siège, donc c'est une voix par candidat. Les principales dates justement de cette élection? Alors ça a commencé aujourd'hui, donc le 17 octobre. Après vous avez le 27 novembre, donc la date de l'élection jusqu'à la date où vous pouvez déposer les bulletins dans l'urne. Pour rappel aussi, il s'agit donc d'une élection communale. Qui peut voter? Alors toute personne est en Suisse ou alors les étrangers avec permis C résidant dans la commune depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, dépôt des listes en vue de l'élection rolloise. Il n'y a pas eu de surprise à droite. Les 2 listes, Verte libérale et PLR, ont été déposées. En effet, j'ai eu le plaisir ce matin, au nom du groupe UDC et PLR, de déposer la liste Le Centre Droite avec comme candidat M. Christian Hay. Vous attendiez éventuellement un coup de théâtre de dernière minute, peut-être une autre liste à droite, peut-être une liste de moins, on pense à celle des Verts libéraux. Qui dit dépôt de liste dit éventuellement coup de théâtre qui n'a pas lieu aujourd'hui. Et nous partirons donc avec 3 candidats pour cette élection complémentaire. C'est parti pour 1 mois, en tout cas de campagne. En tout cas, s'il n'y a pas de second tour, vous êtes confiant, vous allez placer votre candidat au second tour. Vous allez placer votre candidat peut-être même au premier tour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors notre objectif est bien sûr d'aller le plus loin possible et nous allons faire campagne acharnée pendant ce mois, malgré les vacances. Et nous serons prêts pour ce 27 novembre être les challengers les plus efficaces possibles. Qu'un municipal PS soit élu, ce serait finalement la continuité pour vous, j'imagine, de ce qui a été décidé par les électeurs lors des élections communales. Vous m'enlevez les mots de la bouche, hein, c'est exactement ça. Pendant 5 ans, cette municipalité à majorité de gauche a fait de l'excellent travail et je pense que les Rollois le reconnaissent. Maintenant, il faut qu'ils le confirment dans les urnes. Ça va soulager, hein, j'imagine, cette municipalité d'être enfin complète, d'enfin pouvoir empoigner les dossiers en se déliant justement de la problématique des élections. Exactement. Actuellement, mes 2 collègues socialistes à la municipalité sont un petit peu inquiets et ils travaillent dans l'expectative en traitant les dossiers à plus vite. En plus, la vice-syndic a double voix en cas d'égalité de vote. Donc actuellement, on est minoritaire. Et si un Vert libéral passait devant le PLR, quelle serait votre réaction ? Surprise, grande surprise. Je suis surpris également du dépôt de cette liste. Et je pense qu'ils auraient peut-être eu intérêt à partir sur une liste commune. Vous attendiez au dépôt surprise d'une autre liste, peut-être d'un collectif ? Ah oui, on pourrait s'attendre à tout, mais le collectif a déjà commencé son travail de sape en sous-marin, je dirais. Et les conseillers ont reçu une missive. C'est partiellement apprécié, hein. Il y en a certains qui m'ont déjà fait part de cette remarque. On parle de lobbyisme, c'est des mots qu'on n'aime pas trop entendre. Alors on parle bien sûr du collectif. Quel rôle, quelle était la teneur de cette missive ? Vous doutez bien qu'on parle du plan de quartier Gare Nord-Schenk.
Et évidemment qu'en rouge sont répétés les arguments qui sont déterminants pour eux. Est-ce qu'ils le seront pour la majorité du Conseil? J'en doute. Et on reste à Rolle, où Nissan avait annoncé au début du mois de septembre sa volonté de délocaliser près d'une centaine d'emplois sur les 228 que compte le site de Rolle. Une décision ferme et non négociable, dénoncent les syndicats qui ont mené une action symbolique cette semaine en compagnie de plusieurs employés. Unia, par exemple, reproche à Nissan le non-respect de la procédure de consultation. Florian Cavalieri a rencontré le syndicat lors de cette manifestation. Aujourd'hui, on est là parce que Nissan ne veut pas reconnaître le mandat collectif qui a été donné par les employés au syndicat Unia. Et deux, Nissan refuse toute notion de partenariat social qui est une tradition en Suisse. Pour nous, on fait cette manifestation pour rappeler à Nissan de respecter le mandat, de nous donner les moyens pour pouvoir travailler, mettre des groupes de travail sur pied et réfléchir sur des propositions à formuler dans un cadre collectif par les travailleurs et ensuite discuter, c'est-à-dire négocier d'un plan social, clairement. Combien de personnes sont concernées? Il y a 92 postes qui sont concernés, mais parmi ces 92, il y a des contrats qui ne sont pas soumis au droit suisse, donc on tourne autour de 70 postes qui sont directement concernés par cette délocalisation. Ce que vous soulevez en toile de fond, c'est aussi les avantages fiscaux qu'ont certaines entreprises qui, une fois ces avantages échus, quittent le territoire. Tout à fait. Et ça, c'est une problématique qui doit interpeller chaque citoyen de ce pays et de ce canton plus précisément, parce qu'on a voté très récemment aussi la RIE 3 qui a offert un cadeau fiscal aux entreprises de l'ordre de 600 millions pour les chiffres les moins optimistes. Et après que les entreprises prennent ce paquet, elles foutent le camp et laissant sur le carreau les employés qui doivent être pris en charge par la collectivité. Cela pose un énorme problème. Nous pensons que Nissan on ne peut pas laisser Nissan s'engager dans cette voie-là. Et aujourd'hui, on appelle les gens à s'indigner contre cette pratique de Nissan, qui pour nous est une entreprise antisyndicale et qui pratique la politique de ni droit collectif et surtout sans syndicat. Donc ni droit collectif et surtout sans syndicat. Quelle va être la suite? Alors pour nous, il est clair qu'on a donné à Nissan un ultimatum. On lui donne jusqu'à demain à midi pour nous répondre, pour donner une réponse positive à toutes les revendications qui sont formulées, qui ne sont pas des revendications extraordinaires. Il s'agit simplement de reconnaître le mandat qui est donné à Unia, de donner les moyens aux travailleurs pour qu'ils puissent réfléchir, pour faire des propositions dans le cadre de cette délocalisation et avoir la garantie qu'on pourra négocier un plan social derrière. Donc pour nous, il est clair que si ces demandes-là ne sont pas satisfaites d'ici demain à midi, les employés seront réunis en assemblée générale et décideront de la suite. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle est cette suite-là, mais ce que je sais, c'est que la colère augmente dans l'entreprise et les gens sont prêts à s'exprimer. Alors, pour en parler sur ce plateau, Fabrice Chaperon, secrétaire syndical d'Unia à Nyon. Bienvenue sur le plateau de NRTV. Votre collègue parlait justement de cet ultimatum à demain. L'interview a été enregistrée mardi, donc l'ultimatum, c'était hier à midi. Est-ce qu'il y a du neuf? Alors, il n'y a pas beaucoup de neuf. En fait, l'entreprise nous a contactés. Elle est d'accord de nous recevoir, mais elle a affirmé qu'elle restait sur ses positions, à savoir qu'elle ne reconnaissait pas le mandat collectif, ni ne donnait du temps, ni était d'accord de former, que nous pouvions former des groupes de travail pour pouvoir faire une proposition collective et raisonable. Donc, malheureusement, actuellement, c'est l'impasse. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors du coup, il y a plusieurs scénarios possibles. Nous sommes une organisation démocratique. Nous sommes en train de réunir le personnel pour savoir s'ils veulent poursuivre avec Unia. Quelles sont les mesures à prendre. Ça peut être alerter l'office de conciliation pour que l'État nous oblige, Nissan, à s'asseoir à la table des négociations. Ça peut être des mesures de lutte plus radicales. J'entends ça, c'est le personnel qui va décider effectivement en assemblée la suite à donner à la position de Nissan, qui ne nous étonne plus vraiment parce qu'on voit dans le monde aussi Nissan a une politique clairement antisyndicale, notamment en Amérique. On est en train de découvrir que cette entreprise effectivement n'est pas favorable malheureusement à un partenariat social. Et j'ai l'impression que cette entreprise également s'en fiche complètement du partenariat social suisse
où on se met effectivement à la table, on discute, et puis là, on n'a même pas cette possibilité, car on nous nie, encore une fois, ce mandat collectif que nous avons. Alors, autre action syndicale que vous avez menée cette semaine, c'était ce matin précisément. Entre les animaux et les êtres humains, Cats and Dogs a choisi. Vous dénoncez avec ce slogan les conditions de travail au sein de cette enseigne spécialisée dans le bien-être des animaux. C'est tout à fait. ça qu'elle est définie. Exactement. Alors effectivement, elle traite bien les animaux. J'entends, vous avez toutes sortes d'accessoires qui sont... Et nous sommes très contents par rapport à nos amis canins et les chats. En revanche, pour les employés, c'est vraiment un autre discours. Malheureusement, on a trouvé des salaires qui ne sont pas soumis à la convention collective de travail, des salaires à moins de 3 000 francs pour un 100%. Donc actuellement, en 2016, c'est juste inadmissible, c'est une question de dignité. Également des problèmes à Lausanne et à Nyon, où il y a une convention collective de travail. Les salaires minimum sont de 3 540 francs. Et on a trouvé également des salaires à 3 000 francs. Donc il y a une procédure, il y a des amendes qui ont été promulguées. En fait, Cats and Dogs se fiche éperdument de la loi suisse et des employés, clairement. Sans parler du reste, des employés qui sont maltraités, il y a des problèmes de vacances non données, de pauses non respectées. Enfin, il y a un panel vraiment des employeurs comme ça. Nous n'en voulons pas en Suisse. Donc ce matin, vous étiez devant le siège administratif de Cats and Dogs pour cette action de protestation. Est-ce que vous avez été entendu? Il y a du positif là-dedans? Alors écoutez, le positif, c'est-à-dire que la population se rende compte. Je pense que les clients aussi de Cats and Dogs se rendent compte qu'il faut bien traiter les animaux, mais bien traiter aussi les employés, le personnel. Et c'est un premier pas. On ne va pas en rester là, évidemment. C'est déjà sensibiliser la population. Et nous espérons que Cats and Dogs va prendre contact avec nous, en tout cas essayer de corriger le tir, parce qu'actuellement, c'est une situation qui est vraiment très délicate. On voit avec les mesures lacunaires de libre circulation. Voilà où ça mène, et c'est pour ça que nous militons aussi, nous demandons l'ouverture de négociations pour une convention collective de travail cantonale pour la vente, pour qu'il n'y ait plus ce genre de cas totalement délétères. Alors Fabrice Chaperon, vous étiez venu sur ce plateau juste avant l'été pour nous parler de la convention collective de travail du commerce à Nyon. Ça a aussi un tout petit peu évolué depuis, oui, tout à fait. Depuis le mois de juin. Heureusement, pas que des côtés négatifs. Ça se passe très bien avec la SIC de Nyon. Donc on a pu négocier dans un climat sain et serein comme on en avait discuté au mois de juin. Actuellement, la CCT est sous toit. Elle va rentrer en vigueur le 1er janvier 2017 avec plusieurs améliorations, notamment un congé paternité de 5 jours, congé maternité pour les femmes de 16 semaines. C'est quand même une avancée. Et on a aussi fait quelques concessions pour les horaires d'ouverture. Donc, les nocturnes, il y aura 3 nocturnes à 21h. Enfin, c'est un panel, un peu plus de flexibilité, mais encore une fois, en accord avec nos membres. Et c'est du gagnant-gagnant. Alors évidemment, cette CCT doit être développée, comme je l'avais dit précédemment. On doit aussi augmenter encore les salaires. Mais je pense qu'il y a une volonté commune. C'est déjà un premier pas. Voilà, il y a une volonté commune vraiment d'avancer. Je remercie la SIC pour en tout cas son écoute. Et on est heureux aussi de voir que ça se passe bien avec des employeurs et leurs représentants. On n'est pas tout le temps en conflit, mais au contraire, quand on est des personnes aussi j'entends en bonne intelligence, on peut travailler, aller de l'avant. Donc c'est bien pour nous. Il y a aussi des bonnes nouvelles, effectivement, oui, exactement. Sur le front. Oui. Merci beaucoup, Fabrice Chaperon, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de tout cela. Merci à vous. Le conseil communal de Gland devait se prononcer sur un point très technique au sujet du carrefour de la Combat. Alors, aucune décision concrète pour le moment. Les conseillers communaux estimant que l'aménagement de ce carrefour devait être lié au plan partiel d'affectation du quartier attenant. Voici quelques explications. Il semble absolument évident que la base, c'est le préavis numéro 7 sur la Combat et que finalement le 8, c'est une suite logique. Si le 7 pour la Combat est refusé, c'est clair que le 8 ne se fera naturellement pas. Le carrefour ne sera pas aménagé vu que c'est les promoteurs qui le payent. Et dans la même façon, si nous acceptons le PPA de la Combat, c'est évident qu'on ne va pas refuser des sous amenés par les promoteurs pour réaliser un carrefour. Donc c'est pour ça que ça ne peut être que oui, oui, non, non. Et c'est pour ça que discuter d'abord du carrefour me paraissait totalement superflu. C'est vraiment deux objets distincts qui sont directement liés par, bien évidemment, l'accessibilité au quartier. Mais on aurait très bien pu traiter ce soir le carrefour et traiter le plan partiel d'affectation le mois prochain, sans aucun problème. Pourquoi c'est pas lié? Il faut de toute façon un carrefour pour ventiler ce quartier d'habitation. Mais c'est vrai qu'il faut, on a vraiment travaillé sur ce carrefour avec les investisseurs et avec notre service infrastructure et environnement pour donner une fluidité sur l'avenue du Mont-Blanc et aussi d'accessibilité à ce quartier. Donc c'est vrai que c'est un aménagement qui est nécessaire, mais de loin pas obligatoire.
Un aménagement nécessaire, pourtant sans PPA, sans promoteur pour construire ce nouveau quartier, pas de carrefour, pas de feu. Alors c'est vrai que s'il n'y a pas de quartier de la Comba, il n'y a pas besoin d'aménager, en tout cas pas pour le moment, d'aménager ce carrefour. Mais c'est vrai que l'opportunité mettait à la commune la possibilité de le faire financer par les développeurs de ce quartier, ce qui n'est pas négligeable pour le pouvoir public. Mais si le PPA est refusé, le carrefour n'est pas financé. Alors c'est évident, mais bon, on ne peut pas imaginer qu'un quartier aussi bien situé que le quartier de la Comba soit refusé par un conseil communal, à moins qu'il y ait de nouveau une mécompréhension du sujet, comme ça a été le cas ce soir. Et à Gland, toujours, bonne nouvelle pour les plans partiels d'affectation La Falaise. Le tribunal fédéral a débouté le dernier opposant. L'objectif de ces 3 PPA est double, pour rappel, permettre de nouvelles possibilités de construire dans un secteur classé jusqu'ici en zone intermédiaire inconstructible. Et puis en échange, la municipalité a obtenu de certains propriétaires des servitudes de passage afin d'aménager son fameux cheminement piétonnier de 310 mètres de long le long des rives du lac, en discussion depuis plusieurs années. Alors les précisions de Michael Rohrer, le municipal en charge des équipements et des espaces verts. On a reçu la nouvelle du tribunal fédéral, donc l'arrêt du tribunal fédéral qui nous confirme que la SI vers le lac a été déboutée dans son recours et que les PPA La Falaise 1, 2, 3 vont pouvoir rentrer en fonction. Comme ça a été expliqué pendant le conseil, eh bien, ces 3 PPA sont liés avec le cheminement du bord du lac et le canton accepte de tout mettre en vigueur en même temps uniquement et lie les deux choses. Concernant le cheminement au bord du lac, il reste encore une petite mise à l'enquête pour une petite expropriation à faire. Et puis bien évidemment, quand il y a mise à l'enquête, il y a de nouveau possibilités de recours. On espère que cette fois-ci, ça ne monte pas jusqu'au tribunal fédéral et qu'on puisse enfin amener ce chemin au bord du lac tant attendu par notre population. J'allais le dire, hein, c'est un long serpent de mer, près de 15 ans de travail pour arriver à ce résultat. Pourtant, tout pourrait recommencer à zéro. Alors on ne va pas recommencer à zéro, hein, il faut être clair. Je veux dire, les oppositions qui peuvent venir peuvent être levées. Et puis évidemment, il reste toujours la possibilité de remonter jusqu'au tribunal fédéral. Mais je pense que dans un délai de moins de 2 ans, on arrivera à faire quelque chose, à présenter un projet. Dans combien de temps pourrons-nous cheminer le long des rives du lac entre la Dulive et la plage de Gland? Alors, comme tout, hein, ce sera des décisions qui viendront du Conseil. Donc dès que toutes les oppositions seront levées, évidemment, qui risquent d'arriver par rapport à cette expropriation, eh bien on pourra mettre un préavis en route pour préparer ce chemin. Et puis à partir de ce moment-là, quand le Conseil aura accepté ce préavis, on pourra commencer les travaux. Mais je pense que raisonnablement, il faut compter un délai quand même de 2 à 3 ans. Et pour terminer cette émission, on va vous parler de ce groupe de compétences sociales pour personnes atteintes du syndrome d'Asperger qui est en train de voir le jour du côté de Nyon. 3 personnes qui sont sur ce plateau pour nous en parler. Catherine Piton et Nathalie Boudou, vous êtes toutes les deux cofondatrices justement de ce groupe de compétences. Et puis vous allez pouvoir nous parler de votre expérience personnelle par rapport au syndrome d'Asperger, puisque vous êtes toutes deux mamans d'enfants et de jeunes qui sont touchés par ce syndrome. Et puis Guillaume Tarin de la Fondation de Vernan, où vous allez nous expliquer effectivement là aussi le rôle de la Fondation de Vernan. Pour commencer peut-être, on parle de syndrome d'Asperger, et pas tout le monde forcément sait ce que c'est. Peut-être Catherine Piton, vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est. Le syndrome d'Asperger, ça fait partie en fait des troubles du spectre autistique. Il faut savoir que c'est une forme d'autisme qui touche les enfants. En fait, on est né avec le syndrome d'Asperger ou une forme d'autisme, et on a ça toute sa vie. Donc c'est quelque chose dont on ne guérit pas, c'est quelque chose avec lequel on compose et on vit avec le mieux possible, socialement, en s'intégrant. Voilà. Et donc ça touche essentiellement tout ce qui est des facultés de communication, de la compréhension du langage, verbal et non verbal, hein, les postures du corps, et puis le langage en lui-même, la compréhension du langage est parfois une difficulté, ce qui fait que socialement, c'est une difficulté en fait de compréhension
des interactions sociales. C'est essentiellement Justement, ça. Nathalie Boudou, Oui. comment ça se traduit finalement au quotidien? Alors, au quotidien, les jeunes qui sont atteints du syndrome d'Asperger ont beaucoup de difficultés pour rentrer en relation avec les autres. Donc, il y a des problèmes de communication, d'interaction avec les autres. Et les jeunes, souvent, se trouvent très isolés. À l'école, c'est pas facile. Et puis aussi, ça peut aussi... ils ont aussi souvent des difficultés à gérer leurs émotions. Donc c'est vraiment beaucoup de différentes choses en fait. Alors vous êtes les initiatrices justement de ce groupe de compétences sociales à Nyon, avec la Fondation de Vernon qui intervient là. Quel est le rôle justement de la Fondation de Vernon finalement? Déjà, la Fondation de Vernon, c'est une institution d'utilité publique qui s'occupe d'environ 600 personnes en situation de handicap dans le canton de Vaud, sur une trentaine de sites. Donc là, on parle de pédagogie spécialisée, d'intervention précoce, mais également d'hébergement ou de proposer l'accès au monde du travail adapté pour des personnes en situation de handicap. C'est un mandat qui est très large et qui, pour le groupe de compétences sociales dont on parle aujourd'hui, va se réaliser en lien avec l'école pour enfants atteints d'autisme. Cette école, elle est située à Nyon, donc on a l'habitude de travailler avec des enfants entre 4 ans et demi et 16 ans pour les accompagner dans leur scolarité avec leurs difficultés et leurs ressources. Concrètement, comment ça va se réaliser pour ce groupe de compétences sociales? Donc, sur l'initiative de 2 familles, on reprend ce projet en partenariat dans une réflexion de mettre en place une nouvelle prestation pour des adolescents entre 14 et 17 ans concernés par un trouble de l'autisme, de l'Asperger, donc avec un potentiel intellectuel préservé. Ce sera des jeunes qui vont avoir une scolarité proche de la norme avec des intégrations, où certains sont complètement intégrés et qu'on vient avec une petite prestation, donc d'1 heure par semaine, pour soutenir leur intégration sociale. Qu'est-ce qu'on peut justement faire pour les aider, pour essayer, comme l'expliquait Mme Piton, on ne guérit pas de cela, on doit vivre avec, mais comment faire pour aider ces jeunes? Alors c'est un très large mandat parce que l'autisme n'est pas une seule forme. Chaque individu est concerné très différemment et qu'on va devoir construire un programme totalement sur mesure en fonction des jeunes qu'on va accompagner. On aura un petit groupe de 6, donc ça permet de pouvoir beaucoup individualiser et de construire un programme avec eux où dedans ça va se partager entre un enseignement spécialisé des compétences sociales, comment j'identifie les émotions sur votre visage, comment j'adapte mon comportement par rapport à ça, comment je peux initier une conversation avec vous si je ne vous connais pas, comment je peux la maintenir, et ce sera totalement différent si je m'adresse à vous ou si je m'adresse à mon employeur ou mon enseignant, et que par rapport à ça, notre travail va être décortiquer des situations sociales, proposer un enseignement spécifique, mais beaucoup en se reposant sur le groupe de ces 6 jeunes et quels conseils ils peuvent se donner entre eux et quel lieu de rencontre pour parler de leurs difficultés, parler de leurs ressources et pouvoir s'entraider par rapport à ça pour développer des stratégies qui leur permettent une meilleure intégration sociale. Alors tout cela, c'est nouveau à Nyon, mais ça existait déjà, donc déjà du côté de Genève et de Lausanne. Vous-même, avec vos enfants en l'occurrence, vous avez déjà pu justement les faire progresser, les faire suivre des cours. Vous avez constaté justement ces progrès? Oui, les progrès sont impressionnants. Oui. Ma fille, ça fait 1 an qu'elle suit des cours de compétences sociales à Lausanne. Et en 12 mois, vraiment, elle a beaucoup appris. Elle fait partie de ce groupe, elle se sent très bien dans ce groupe. Et nous, en tant que parents, on remarque quand même, vraiment, elle est plus à l'aise avec les gens et elle rentre en contact beaucoup plus facilement avec les autres. Même constat pour vous? La même chose, exactement. C'est vrai que notre fils, c'est aussi une plateforme qui l'aide beaucoup parce qu'en fait, il rencontre aussi d'autres personnes avec le syndrome d'Asperger. Et donc, je veux dire, il se sent partie de ce groupe-là. Il fait partie... c'est vrai, des neurotypiques, etc., dans la vie quotidienne, mais cette plateforme l'aide aussi beaucoup. Ça lui donne beaucoup d'outils pour pouvoir justement gérer le quotidien et surtout aussi parler de ses émotions. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de parler de ses émotions. En famille, on le fait, mais avec ses camarades, à l'école, pas forcément. Donc ce groupe, cette plateforme-là, ça lui permet d'avoir justement une plateforme où il parle de ses émotions, et parfois elles sont vraiment très très fortes, mais on peut aussi décortiquer les émotions et trouver des stratégies en fait, à gérer mieux ses émotions. Alors jusqu'à présent, vous deviez aller à Lausanne. La nouveauté, comme on l'a dit, c'est que désormais ce sera à Nyon, parce que voilà,
j'ai pas envie de dire qu'il y a de la demande, mais c'est une réalité. C'est qu'effectivement... C'est un constat qu'on avait fait avec Nathalie. C'est avant de lancer et de proposer ce projet à la Fondation de Vernon pour pérenniser en fait ce projet, c'était de se dire il y a une demande qui est énorme à Nyon et des parents qui ne savent pas ce que c'est que les compétences sociales et ils ne savent pas que ça se travaille en fait. Comme une langue étrangère, les compétences sociales, ça s'apprend en fait, pour des enfants qui ont du trouble du spectre autistique ou Asperger. Donc l'initiative du projet était d'une demande en fait sur la côte qui permette à ces jeunes de se rassembler sur Nyon et environ. Eh bien, maintenant, les gens le savent, effectivement, et j'espère aussi que votre témoignage fera que les gens, parce que c'est souvent aussi des sujets tabous à quelque part, hein. On n'ose pas forcément en parler, on ne sait pas à qui s'adresser, et on garde ça un peu pour soi, finalement. Tout à fait, oui. Exactement. Oui, ça, les gens vont savoir que ça existe à Nyon. Merci beaucoup Catherine Piton et Nathalie Boudou. Merci également Guillaume Tarin d'être venu nous expliquer tout cela sur ce plateau. Donc c'est effectivement une nouveauté du côté de Nyon. Bonne suite à vous. Merci. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Et puis, on va évidemment continuer notre programme d'ici quelques instants avec notamment la page sportive, le débat en compagnie de Rodolphe Eder. Et puis, la culture avec Andrea Braslopo, oui. J'allais ripper sur son nom. Et puis, vous le savez, le programme continue sur nrtv.ch et sur notre page Facebook également. Très bonne suite de programme à vous.